situation de handicap ou de troubles psychiques et situation de discrimination. Le contexte de cette intervention est la semaine d'information en santé mentale qui interroge l'interaction entre santé mentale et environnement et le contexte de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations qui porte cette année particulièrement sur le handicap. C'est une intervention de pairs advocates, c'est-à-dire de personnes qui vivent des situations de handicap avec des troubles ou des maladies psychiques et qui vivent en conséquence des situations de discrimination dans leur quotidien ou dans leur perspective de devenir. Ces pairs advocates, dont le vécu est celui-là, sont aussi des actrices et des acteurs de leur vie, des pairs dans le soutien à l'accès aux droits et aux recours en santé mentale. C'est de cette expérience-là qu'ils ou qu'elles avancent. Quand les droits humains ne sont pas considérés, il y a risque de pratiques discriminatoires, probablement ce que va confirmer cet exposé. Nous allons nous présenter les uns, les unes, les autres, car nous souhaitons une séance participative. Ensuite, nous aborderons quelques notions clés qui devrait permettre à chacun et chacune de se retrouver dans le propos et de contribuer à l'alimenter. Quelques quiz sont prévus pour y aider. Puis, nous assisterons à une représentation théâtrale, type théâtre-forum, pour partager une situation exemplaire des interactions qui se jouent dans un schéma discriminatoire. Pour l'après-midi, nous proposons de nous lancer dans une observation participante des obstacles et des facilitateurs pour un environnement garant d'une bonne participation sociale de tout un chacun et de tout un chacune, ou garant d'une participation sociale de ses habitants et habitantes. Puis, nous espérons quelques perspectives de suite pour conclure la journée. Continue ou je succinct parce que, pourquoi je viens à Advocacy? Parce que j'y trouve, je m'y sens bien. Je viens du mardi au vendredi pour rencontrer des personnes. Comment? Des copains et des copines. Des copains et des copines. Et puis on fait des activités d'écriture, de sorties culturelles, de jeux, de peinture. Les femmes viennent pour la couture, enfin différentes choses. On est occupé, il n'y a pas de. Dans une bonne harmonie mutuelle, voilà, il n'y a pas de. Et qu'il n'y ait pas d'histoire. Voilà. Bon. C'est bien. Alors, qui veut prendre la suite? Moi, je vais lancer. Oui, vas-y. Je vais lancer. Alors, moi, je m'appelle Nathalie Dacruz Ferrand. Et je viens. Ça, c'est ce que je suis à peu près. Et ce que je cherche, moi, je suis redevable à Advocacy, à qui j'ai fait appel plusieurs fois pour avoir des informations, sortir d'une situation discriminatoire parfois. Et donc, je suis redevable. Et moi, ce que je cherche ici, c'est pouvoir petit à petit me former pour, à mon tour, pouvoir aider pour rendre ce que j'ai reçu. Oui, c'est Suez de marketing. J'ai suivi la formation vers la vocation en 2018. De là, j'ai pu créer mon projet de marketing. Je suis devenue coordinatrice à l'aide salariée. En fait, je suis militante et je me sers de l'apprentissage des lois. C'est Advocacy, c'est une philosophie avant tout. Et en fait, ça me permet de me mettre à chaque fois à niveau et d'étudier les différentes possibilités, faire des discrimination dans le sud de la représentation. Annie? Bonjour, Fanny Mériot. Je suis présidente d'un collectif. Suite à un problème de gouvernance au sein d'un gène, j'en suis partie et je fais actuellement le tour de France des pratiques innovantes et déjà existantes au niveau des bonnes pratiques, etc.
engagée et la citoyenneté en fait de chacun. Donc voilà. Très bien, merci. Virginia, je m'appelle Virginia Gazlan. Je suis en troisième année de licence en sciences de la santé ou sur santé pour santé publique. Ce que je cherche, c'est de pouvoir comprendre en fait, les différentes discriminations et pouvoir accompagner les différents usagers. C'est bien, Myriam. C'est bien, et nous allons accueillir Myriam à un stage voilà, entre novembre et décembre, c'est ça? Non, novembre Et janvier. Novembre, janvier. Pas de souci. Très bien. Et Alexandra, ouais. Oui. Bonjour, donc Alexandre Silari, je travaille à la mairie de Paris, je suis chargée de partenariat et subventions au service handicap et donc je suis là pour écouter surtout, vous écouter et donc pour mettre en avant les points essentiels pour vous, pour vous présenter votre association au mieux. Et j'espère avoir des budgets 2023 conséquents pour une belle enveloppe pour le service handicap. Si c'est le contraire, par contre, À suivre. ça va être les soupes dans le bureau. Je suis âgée. Moi aussi, je suis usagère. T'as oublié de dire que tu étais usagée avec un E. Moi aussi, Ouais, moi aussi, je suis concernée. Usagers. Et Je puis, sais pas parler de parler. et Nicole. Nicole, tu es là. Tu te présentes, Nicole? Oui. Oui, moi je suis Nicole, je suis salariée à Advocacy, donc c'est moi qui accueille, les personnes qui nous sollicitent au téléphone, hein, soit pour les demandes de conseils d'accompagnement ou ceux qui se présentent spontanément à l'espace, ce qui me fait plaisir. Hein. C'est comme ça qu'on rencontre des personnes qui viennent rechercher en tout cas quelque chose qui les concerne eux et qui nous donne beaucoup aussi, hein, de notre côté, parce que les journées sont quand même bien remplies, surtout celles qu'on vient de passer. Voilà. On en a plein la tête, on en a plein les oreilles et autant tous ces participants sont généreux en nous donnant, et autant nous on a envie de continuer, de persévérer parce qu'il y a toujours et encore des demandes. Très bien, Nicole. Merci. Et Martine? Juste quelque chose. Voilà. Tout le monde me connaît, mais bon, donc Martine Dutoit, comment commencer? Rapide. Oui, alors voilà, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis donc partie en Angleterre me former à l'advocacy. J'ai créé Advocacy France en co-création en 96 et on a ouvert en 2000 le premier espace convivial citoyen à Caen et le deuxième en 2001 espace convivial à Paris. Et donc avec l'association Paris-Île-de-France, voilà. Et donc l'idée c'est toujours de créer des outils pour que les gens puissent rester citoyens. Nous on ne vise pas à créer des salariés, nous sommes dans cette idée de la citoyenneté et de la démédicalisation de la santé mentale, en se disant d'ailleurs quand on a vécu le Covid, on peut le comprendre maintenant plus facilement, la santé mentale c'est la santé de tous, et donc voilà, c'est la militance, voilà, et par ailleurs des écrits, du travail à l'université, voilà, jusqu'à ce que l'on se suive. Voilà, Marie-Claude, moi j'ai rencontré Martine un jour au de la recherche-action et j'ai bien aimé ce projet d'advocacy sur cette idée d'autogestion, d'autodétermination, de participation dans la ville, dans la cité, d'empowerment, etc.
Et moi, j'ai travaillé dans ce projet dans une manière d'essayer de formaliser ce qui se pratique et de façon à le diffuser, à le transmettre, et d'où les formations de pairs advocacy et de représentants d'usagers en santé mentale. Voilà. Et puis évidemment, je ne suis peut-être pas usagère de la santé mentale, enfin du système de santé mentale à proprement parler, mais je connais aussi les situations de discrimination, les situations de handicap et bien d'autres aspects qui me touchent aussi particulièrement. Et je suis aussi très, très sensible parce que je pense que c'est le vecteur qui peut nous sauver, c'est l'accès aux droits et aux recours. Et dans la mesure où on peut se constituer sujet de droit et les rendre effectifs, je pense qu'on a guéri un certain nombre de souffrances. Les notions clés que nous allons aborder. Situation de handicap, handicap avec leur opposé, valide, santé. Le modèle médical différent du modèle social. L'interaction entre les incapacités et les limitations et les divers facteurs de l'environnement. Situation de troubles psychiques, problèmes ou maladies psychiatriques, différents de bien dans sa tête et bien dans son corps, différents, opposés de la santé mentale. Situation de discrimination, discrimination et leur opposé, diversité et système inclusif. Qu'est-ce que la discrimination? Commençons par la discrimination, celle reconnue en tant que délit par la loi de lutte contre les discriminations du 27 mai 2008. Une loi qui a bientôt 15 ans et que tout le monde connaît, en principe. Donc, tout de suite, le premier quiz, qu'est-ce que la discrimination? Réponse 1, un délit qui consiste à traiter de manière différente les personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Réponse 2, un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable parce qu'on ne les aime pas. Et bien sûr, la réponse 1. De quel motif de discrimination Gus ou Gusa va être victime? Bonjour Gus. C'est Gusa maintenant. J'ai enfin changé de sexe. Ah, mais c'est super. Je peux finalement baisser votre salaire. Combien de critères de discrimination sont considérés par la loi? 12, 20, 25, 25 critères de discrimination, en effet, sont interdits par la loi. Autant de critères qui font que beaucoup parmi nous peuvent se sentir concernés par une situation de discrimination ou que certains et certaines peuvent même cumuler les critères de discrimination et avoir connu des situations de discrimination. La loi prévoit 3 domaines d'application, presque tous les domaines sociaux et professionnels, sauf la sphère privée, pourrait-on dire. Donc, 1, la fourniture d'un bien ou d'un service, logement, commerce, cinéma, boîte de nuit, etc. 2, les emplois publics et privés, accès à un emploi et conditions discriminatoires, licenciement ou sanctions disciplinaires fondées sur un motif discriminatoire, refus ou accès conditionné à la formation professionnelle, à un stage, etc. Accès aux services publics, santé, éducation, etc. 3 types de discrimination considérés par la loi. La discrimination directe, lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre qui se trouve ou s'est trouvée dans une situation comparable sur la base d'un critère prohibé par la loi.
la discrimination indirecte, lorsqu'une pratique apparemment neutre crée une situation défavorable pour une personne par rapport à une autre en raison d'un critère prohibé, la discrimination par ricochet sur la base d'un critère de discrimination qui ne touche pas la personne concernée, mais une personne qui lui est proche. Parmi les critères de discrimination ci-dessus, lequel n'est pas retenu par la loi en cas de recrutement professionnel? Le sexe, le diplôme, le lieu de résidence? C'est bien sûr le diplôme. Quel est le critère de discrimination le plus fréquent saisi par le défenseur des droits? Le handicap, l'âge, le sexe? Eh oui, bien sûr. C'est le handicap, hein. Le handicap, 23%. 23% de saisines par le défenseur des droits en 2018, mais je crois que ça a été confirmé depuis. Discrimination et handicap. Quelques éléments pour définir et comprendre ce qu'est le handicap. Donc, une définition légale en France, la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Quelle représentation véhicule la définition française du handicap? Pour nous, on y voit une situation de handicap subie par la personne qui présente des incapacités, une tragédie individuelle, une nécessité d'adaptation de l'individu handicapé à son environnement et une prise en charge médicale et professionnelle qui détermine l'orientation des personnes concernées. Qu'est-ce que le handicap dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 2006 et ratifiée par la France en 2010? Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut être obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Quelle représentation véhicule la définition onusienne du handicap? Bien sûr, l'idée d'interaction entre une incapacité ou une limitation individuelle et une ou plusieurs barrières sociales ou de l'environnement. L'idée de co-responsabilité dans l'élimination des barrières environnementales et l'idée de participation sociale, l'idée d'égalité avec les autres, politique d'effectivité des droits. Donc, le modèle individuel et médical, le modèle social et politique sont ici en tension, sont comparés par l'une et l'autre des deux définitions. Donc, la première, le modèle français, le modèle individuel et médical, même si on tend à en sortir aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que le focus est sur la déficience, alors que dans l'autre modèle, le focus est sur la société. Quand d'une part, le handicap est égal à la déficience, de l'autre côté, le handicap est égal à la différence. Que la déficience, elle est forcément individuelle, tandis que la différence et ne pas reconnaître la différence est un manquement social et politique aux droits humains. C'est une tragédie individuelle d'un côté, c'est une indignité sociale et politique de l'autre côté. C'est une adaptation et une réadaptation de la responsabilité et du pouvoir-faire de l'individu, tandis que de l'autre côté, il s'agit de changement social et de révolution
Les professionnels dans la définition médicale et individuelle du handicap savent pour la personne et déterminent son orientation. Dans le deuxième modèle, c'est la personne qui vit les situations de handicap qui sait ce qui est bon pour elle. Toute la question de l'autonomie repose sur cet aspect-là. Donc évidemment, on va davantage avec la deuxième définition et avec le modèle social et politique du handicap, on va davantage vers l'approche écosystémique qui permet de comprendre le handicap aujourd'hui. Et cette illustration de la fable du renard et de la cigogne, que tout le monde connaît, est évocatrice de ce point de vue. Selon l'environnement, l'un est en situation de handicap et l'autre pas, et inversement. Patrick Fougerolas et le réseau international du processus de production du handicap ont schématisé cette compréhension ethnographique du handicap en permettant de prendre en compte les différents éléments personnels et de l'environnement qui entrent en interaction par la pratique d'une activité ou d'un rôle social. Nous y reviendrons certainement, mais ce schéma aide beaucoup à comprendre les situations de handicap et à pouvoir intervenir véritablement sur ces situations. Dans le parcours du développement humain, beaucoup de choses peuvent arriver et modifier considérablement ce parcours. Notre condition humaine est aussi constituée de cette vulnérabilité. En observant l'évolution de cette compréhension du handicap, nous pouvons souligner que considérer une personne en situation de handicap, c'est la considérer comme une personne de droit. Nous pouvons dire aussi, avec Amin Malouf, que c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus petite étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Et maintenant, santé mentale et discrimination. Comment ça se passe? Il existe beaucoup de schémas montrant les mécanismes de discrimination et merci à Psycom pour celui-ci qui réaffirme que la discrimination est un mécanisme enraciné dans la culture qui structure les pratiques institutionnelles et relationnelles. Inévitablement, elles ont un impact sur la santé mentale des personnes qu'elles touchent et des personnes vivant avec des troubles psychiques sont très exposées à des pratiques discriminatoires dans tous les domaines de leur vie. Ce schéma décrit donc un cercle vicieux infernal et un système porteur de troubles de santé mentale. Il est donc particulièrement important de le rompre. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Il y a 3 dimensions de la santé mentale, donc la santé mentale positive qui recouvre le bien-être, l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques et les capacités d'agir de l'individu dans ses rôles sociaux. Il y a naturellement le deuxième volet qui est la détresse psychologique réactionnelle, induite par des situations éprouvantes et difficultés existentielles, les deuils, etc., et qui ne sont pas forcément révélatrices d'un trouble mental. Et enfin, la troisième dimension, qui sont les troubles psychiatriques à durée variable.
L'éclairage de ces définitions de la santé mentale et des troubles cantonne la psychiatrie dans la prise en charge des troubles psychiatriques. Pourtant, elle est omniprésente et mise en cause dans les situations traitées, en paradvocatie en tout cas. Et justement, voici Lise qui vient nous parler des situations d'atteinte aux droits humains et de discrimination dans le système de santé mentale. Nous vous laisserons retrouver de quels droits et de quelle discrimination il est question dans chacune d'elles. Hospitalisé sous neuroleptique, on lui a fait signer une autorisation pour vider son appartement. On lui a tout jeté, tout ce qui a fait sa vie. Ça fait 10 ans. Blandine ne s'en remet pas. Âgée de 78 ans, Odette, très alerte, a pourtant été mise sous protection des majeurs, car on suspectait qu'elle était atteinte d'Alzheimer. S'intéressant au web, elle demande le budget nécessaire à l'achat d'un ordinateur et une connexion Internet. Ce budget lui est refusé, alors qu'elle en a les moyens financiers, à cause de cette suspicion. Eric, son diplôme d'assistant social en poche, est régulièrement recalé à ses entretiens de recrutement. Il souffre d'obésité qui masque certainement ses compétences professionnelles. Une autorisation parentale, je sais pas, même si à 78 ans, on a fait du porno, on a dit tout malheur. Je comprends pas. Vous avez vu qu'elle était sous curatelle, hein? Ben oui, mais la curatelle, pourquoi elle refuse un accès Internet? Ah, ça. Je vois pas ce qu'il y a de dangereux. L'achat de l'ordinateur qu'elle a refusé. Oui, mais elle a les moyens. Quel prétexte? Nous, on avait une adhérente, ils ont refusé le smartphone. J'ai dit, mais comment on joue 5 jours sans smartphone en 2021? Eh ben, elle a lâché les sous, la curatelle. Pour moi, c'est pas seulement. C'est vrai que tu as raison, il y a la dimension de pouvoir acheter, mais c'est aussi qu'est-ce que ça permet, c'est son ordinateur. Elle voulait apprendre des C'est choses. accès à la connaissance, accès aux relations, Ben oui. tout ça. Ouais. La personne, elle avait un téléphone ABC, elle ne pouvait pas communiquer avec nous sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, ouais. Et la curatelle, j'ai dit, ben, madame Aubin, en fait, vous êtes bien agressive, c'est moi qui ai fait la lettre, mais n'empêche, elle avait le smartphone. Ouais. Comment se connecter, elle avait les moyens quand même. Après, si on ne nous permet pas de partager ou de vivre en relation avec les autres, on ne peut pas s'inclure. Non, c'est pas on si ne on n'a permet pas les pas. moyens. C'est pas on ne permet pas. Ah, si, Non, c'est pire que ça. Parce que la permission, on n'en a pas besoin. Simplement, s'il y a des restrictions, là, On demande l'autorisation. On en a refusé. Ben, les curatelles, on demande une autorisation. Des fois, on a l'espoir. Ils nous disent l'espoir fait vivre, mais la fin, c'est que l'attente peut mourir. Ils s'en foutent. Ils demander des permissions et je trouve qu'ils ne nous permettent pas de vivre avec les autres. Si on nous coupe des moyens, des réseaux sociaux, d'Internet, d'ordinateur, on reste quoi, la télé en noir et blanc? C'est ça, oui. Alors, c'est ça, parce que là, si on cherchait l'argumentation du mandataire pour lui refuser ça, c'est que certainement une question de protection, une question de... je sais pas, enfin, c'est l'argument qu'elle évoquerait. Et la plupart du temps, en fait, l'argument de la protection, c'est l'un des arguments les plus évoqués pour restreindre les libertés des personnes. Hein? Souvent, c'est le manque d'argent quand même. Enfin, ils disent, vous n'avez pas les moyens, mais là, elle a les moyens. Oui, mais là, effectivement, c'est une représentation de la déficience aussi qui est derrière. Parce qu'elle a 78 ans, en fait. Parce qu'il y a cette possible Alzheimer qui est... Alzheimer, il y a un ordinateur. Comme je disais, c'est pas une arme. Mais c'est sûr que dans ce traitement, on peut suspecter une discrimination par rapport aux critères de l'âge, une discrimination